Alors aujourd'hui, l'idée est effectivement de faire un peu un point sur les crypto-monnaies. Alors le thème est, ou même plutôt, j'oserais dire, les crypto-actifs. Le thème est évidemment extrêmement vaste, ça couvre une myriade de sujets. L'idée est quand même d'être très grand public puisqu'on a eu énormément d'inscrits et bien sûr, bien évidemment, l'objectif c'est d'être aussi pédagogique que possible. Donc on aura bien sûr tout un échange questions-réponses à tout moment d'ailleurs, si vous le souhaitez. J'ai prévu une présentation, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu un échange, au moins jusqu'à 14 heures, sur ces différents thèmes. Bien évidemment, Saxo Bank ne donne pas de conseils sur les crypto-monnaies. L'objectif de cette session, c'est essentiellement de fournir quelques éléments de compréhension sur les crypto-monnaies, qu'est-ce que ça implique et bien sûr, quelles sont les évolutions possibles et notamment tout ce processus un peu d'institutionnalisation concernant les crypto-monnaies. Vous pouvez bien évidemment rebondir à tout moment sur le chat à ce niveau. Vous avez également bien évidemment tous nos relationship managers qui sont à votre disposition pour rebondir sur d'éventuelles questions, etc. On va essayer d'aborder d'abord un peu en termes de sommaire, en termes d'approche empirique, ce qu'on appelle une approche réflexive. Donc n'hésitez pas surtout à rebondir à tout moment sur ces différents aspects. Sur l'approche empirique, lorsqu'on parle des crypto-monnaies, il faut déjà avoir une évolution de long terme sur ce qu'on entend par les monnaies. Et ici, vous voyez effectivement, depuis les années 70, on a eu finalement beaucoup d'évolutions au niveau de ce qu'on appelle la monnaie, avec évidemment à partir de 2009 le Bitcoin, mais pas uniquement, puisque vous avez aujourd'hui une myriade de crypto-monnaies qui existent. On connaît très bien sûr, ce qu'est une crypto-monnaie. En tout cas, je pense que la plupart d'entre vous avez conscience de ces enjeux-là et de ce que cela implique. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une phase de révolution où même on a un phénomène d'institutionnalisation des crypto-monnaies qui est de plus en plus présent. Et on va essayer un peu d'y revenir un peu en détail. Tout d'abord, ce qu'il est important de voir, c'est en termes de caractéristiques communes sur les crypto-monnaies, c'est que vous avez la caractéristique qui est principale, c'est l'absence d'émetteurs. Le caractère, bien sûr, virtuel. Alors, excusez-moi, hein, ça peut paraître un peu trop simple, mais j'essaye de m'adresser à tous les publics qui peuvent être présents au cours de ce webinaire. Bien sûr, la décentralisation qui est fréquente, mais non systématique. Et donc, bien évidemment, hein, on fait référence à la blockchain qui va être l'élément important. La sécurité des transactions qui est assurée par la cryptographie. C'est notamment le minage procédure qui permet de valider et d'authentifier les transactions. Et l'autre point en termes de caractéristiques communes, c'est la dynamique des montants émis qui est déterminée par des protocoles qui sont différents d'une crypto-monnaie à l'autre. Typiquement, bien évidemment, alors pour le Bitcoin, c'est largement connu à cet égard, vous avez des flux d'émissions nouvelles qui sont réduits de moitié tous les 4 ans. L'émission globale est plafonnée à 21 millions d'unités. C'est un plafond qui devrait être atteint en 2140. Donc, ces flux d'émissions nouvelles, c'est bien sûr dans le cadre du minage. L'usage. Alors, vous avez bien évidemment avec les crypto-monnaies, vous avez un usage qui est très souvent mis en avant comme placement spéculatif. On y reviendra, bien sûr, hein, il y a une partie de placement spéculatif, mais ce serait extrêmement réducteur de considérer que les crypto-monnaies sont uniquement cela. Vous avez aussi tout simplement des opérations de règlement sous pseudonyme, typiquement protection de la vie privée, financement de transactions illicites, etc. Point important quand même, sur les transactions illicites, typiquement blanchiment d'argent, etc., les éléments qu'on a à l'heure actuelle sont très clairs, à savoir que ça reste extrêmement marginal. Vous aviez Interpol qui a publié quelques données. Vous êtes apparemment sur un peu moins de 0,1% des transactions qui relèvent réellement du blanchiment d'argent, hein, typiquement avec les crypto-monnaies. Donc, entre ce que le public entend, à savoir que c'est un élément spéculatif et blanchiment d'argent, et la réalité, vous voyez, il y a un très très grand décalage. Et la proportion, vous avez bien sûr avec les monnaies fiduciaires émises par les banques centrales, des montants qui sont similaires, voire plus importants. Donc, prudence quand même sur cet aspect-là. Ensuite,
Vous avez bien sûr l'envoi de fonds vers l'étranger, puisque vous avez des usages qui sont très intéressants avec les crypto-monnaies, que ce soit en termes de rapidité, en termes de coût. Et dans l'ensemble, bien évidemment, on sait que les crypto-actifs, et on va plutôt parler de crypto-actifs à cet égard, ne remplissent pas ou très imparfaitement en général les trois fonctions dévolues à la monnaie. Hein. Ce sont des signes monétaires qu'on va appeler virtuels. Donc sur l'état des lieux, alors ça évolue très très vite, bien évidemment. À l'heure actuelle, et une bonne source, c'est CoinMarketCap. On aurait environ 7500 crypto-monnaies au niveau mondial. Pour une capitalisation totale du marché de 480 milliards de dollars. Alors, vous le savez, hein, sur les crypto-actifs, ça évolue très nettement. Donc, bien évidemment, ce montant de 480 milliards, dans 2-3 jours ou une semaine, n'aura plus vraiment sens, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Et encore une fois, CoinMarketCap est certainement une très bonne source à cet égard pour s'informer. Vous êtes sur un marché qui reste très largement dominé par le Bitcoin, puisque ça représente à peu près 60 à 65% de l'encours qu'on vient de mentionner. Et même lorsqu'on regarde sur le moyen long terme, bien évidemment, on est toujours sur un marché très largement dominé par le Bitcoin. En termes d'état des lieux, même si on commence à avoir des banques centrales qui s'intéressent aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs plus largement, la réalité, c'est que ça, même en termes de taille, même si on est sur 7500 crypto-monnaies à l'heure actuelle, vous avez une menace pour la stabilité financière et pour la politique monétaire qui est, somme toute, extrêmement marginale. Tout simplement parce que vous avez une faible valeur relative comparée aux agrégats économiques usuels et les institutions financières ne détiennent pas de cryptoactifs. Hein. C'est essentiellement, bien évidemment, les ménages et on commence à avoir des entreprises, on pensera typiquement à Tesla, qui vont dans ce domaine-là. Vous avez aussi, bien sûr, une émergence de montage de financement cryptoactifs. C'est ça qui est assez intéressant, même s'il y a eu quelques dérapages, j'oserais dire. Mais si on regarde au niveau des ICO, vous en avez eu en 2017 pour 6 milliards de dollars et en 2018, vous en avez eu pour 14 milliards de dollars. C'est au niveau mondial. Ce qui est important de voir, c'est que vous êtes bien sûr sur une croissance assez importante à cet égard, même si la pandémie a temporairement mis une pause. Et surtout, vous avez quand même à peu près une augmentation à cet égard. Oui, effectivement, hein, alors je l'ai oublié de le mettre à jour. Merci Yves. Effectivement, le marché, donc les montants hein, évoluent énormément et même quand je vous le mentionnais, je pense que si on regarde aujourd'hui sur CoinMarketCap, on est à beaucoup plus que 7500 crypto-monnaies qui sont recensées. Encore une fois, le point qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est que vous avez énormément, et merci pour votre vigilance, énormément de fluctuations, aussi bien bien sûr en taille du marché qu'en nombre, et énormément de projets à l'heure actuelle hein, sur les crypto-monnaies. Sur les ICO, c'est à peu près la même chose, même si, comme je vous l'ai dit, au niveau des mondiales, en tout cas, au niveau de la pandémie, on a eu un petit coup d'arrêt et il y a eu aussi quelques petites problématiques concernant essentiellement, bon, il y a eu quelques accidents, je voudrais dire, parcours à cet égard et qui expliquent qu'on ait eu quelques reculs. Mais le mouvement est là. Sur les ICO, tout simplement, ce sont des levées de fonds qui vont se faire à partir de cryptoactifs. Donc, on a eu, alors c'est moins le cas, je trouve, en tout cas aujourd'hui en France, mais on a eu un fort engouement avant la pandémie et au niveau mondial, ça reste quand même un levier de développement qui est toujours très intéressant. Vous avez une préoccupation croissante, bien sûr, des autorités de régulation, mais malgré cela, quand même, avec bien sûr une volonté de réglementation au niveau international, mais j'oserais dire qu'il faut voir plutôt cette évolution comme quelque chose de positif que quelque chose de négatif, puisque après, il y aura bien sûr tout le débat à savoir si on a des crypto-monnaies qui sont centralisées ou pas. Hein. C'est bien sûr un vrai débat, et notamment avec la vision des banques centrales cryptoactives, donc en l'occurrence, mais force est de constater en tout cas qu'on est sur un mouvement qui est intéressant du point de vue technologique et du point de vue d'évolution aussi en termes de consommation. Sur le fonctionnement du marché, alors là, ça s'adresse, la défi effectivement sera, pour rebondir sur le propos de Jules, sera effectivement, je pense, en termes d'évolution prochaine, un élément qui va être très important à prendre en considération. Sur la structure, alors sur le fonctionnement du marché, on est effectivement sur une structure qui est relativement similaire au marché traditionnel.
vous avez les 4 éléments, à savoir les infrastructures de marché, l'information financière, le conseil et le trading. Sur les infrastructures de marché, vous avez les plateformes d'échange type Kraken, alors j'en cite qu'une parmi tant d'autres, mais vous en avez énormément, bien évidemment. Les dépositaires de tokens, alors typiquement par exemple Trésor, qui est un des nombreux acteurs, puisque dans tous ces acteurs-là, vous en avez une myriade qui sont positionnés. Sur l'information financière, vous avez aussi bien des fournisseurs de données, j'évoquais justement la société CoinMarketCap. En termes d'analyse financière, CoinCenter qui est intéressant, et vous avez même des agences de notation, alors c'est certainement un peu moins connu, mais vous avez aussi des agences de notation, notamment qui se positionnent un plus sur les ICO, c'est là où ça fait sens, qui existent comme ICO Rating. Donc vous voyez, on a une structure de marché qui est quand même très globalement similaire et très intéressante par rapport à ce qui existe. En termes de conseils, vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés, j'en nomme quelques-uns, surtout aux États-Unis. Bien sûr, des conseillers, banques de conseil qui existent également. Et enfin, sur la partie trading, donc on est vraiment sur une configuration complètement classique. C'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on réplique ce qui fonctionne. Vous avez des market makers type Genesis Trading qui existent, ou encore des fonds traditionnels. On pensera par exemple à BlackRock, bien évidemment, qui sont bien positionnés sur ce sujet, ou encore des fonds très spécialisés type Polychain ou encore BKCM qui existent. Alors là encore, hein, comme je vous ai dit, je vais simplement nommer quelques acteurs. On a une myriade d'acteurs dans ces sujets-là, donc c'est quand même un phénomène qui est en pleine expansion et c'est pour ça que chez Saxo, comme je vous le disais, on ne fait pas de conseils, mais très clairement, on souhaite un peu plus apporter d'éléments sur ces cryptos, notamment au grand public, parce que le phénomène de développement est très certainement quand même inéluctable. Alors le graphique serait volontiers à mettre à jour puisqu'on est sur des niveaux qui ont beaucoup changé. Alors on n'aura pas de visibilité hein, bien évidemment sur quel est le niveau, quel est le potentiel, j'oserais dire, que ce soit du Bitcoin ou d'ailleurs d'autres crypto-monnaies. L'idée n'est pas à cet égard. Oui, effectivement, pour répondre à la dernière question, à ma connaissance, oui, vous en avez pas mal. Alors oui, vous avez raison de poser vos questions. J'essaie de rebondir au fur et à mesure. Je sais il y a tous les niveaux au niveau de ce chat. Alors sur la blockchain, c'est fondamentalement le protocole technologique auquel est adossé beaucoup de crypto-monnaies, pas toutes. La blockchain, c'est assez intéressant parce que même ceux qui critiquent les crypto-monnaies mettent en avant effectivement, et je pense à juste titre, que la blockchain est quelque chose d'essentiel. C'est un protocole qui vous permettra, qui a une myriade d'applications, qui permettra notamment de sécuriser, qui permet notamment de sécuriser les échanges. Vous avez beaucoup, typiquement, hein, dans des domaines plus conventionnels, en banque ou en back-office, où on doit vérifier la validité des contrats, etc. Vous avez aujourd'hui des entreprises, en tout cas des banques, qui travaillent sur les questions de blockchain pour s'assurer de la sécurité des contrats et valider, bien évidemment, leur authenticité. Donc, vous voyez, vous avez une myriade d'applications avec la blockchain. Ça fait partie des grandes évolutions. Alors, sur les plus-values, vous êtes sur, je pense que j'allais y revenir plus tard, mais n'hésitez pas. Finalement, je pense que le sujet est aussi intéressant à cet égard. Euh, sur les règles de fiscalité, oui, j'en profite pour rebondir sur les questions. Donc, sur quelles sont les règles de fiscalité appliquées sur les plus-values? Si vous êtes effectivement en France, les plus-values sont taxées et donc c'est au niveau de la flat tax hein, donc, qui s'applique sur ce type de règles. Donc c'est très très clair à cet égard. Sur peut-on acheter des crypto-monnaies à travers la TraderGo? Alors chez Saxo, nous, on a proposé quelques produits pour répliquer l'évolution des crypto-monnaies, mais concrètement, nous, on n'a pas, vous ne pouvez pas acheter ou vendre d'ailleurs avec Saxo Bank directement des crypto-monnaies puisqu'on ne détient pas, on ne peut pas détenir de crypto-monnaies. Mais on a des produits qui répliquent l'évolution des crypto-monnaies, hein, comme ça existe par exemple sur le CAC 40, etc. Donc vous avez cette possibilité-là et je vous inviterai en l'occurrence sur ce type de problématique à vous rapprocher plutôt de notre service client qui pourra vraiment vous aiguiller un peu plus dans le détail. Sur le lien exact entre blockchain et Bitcoin, tout simplement, c'est-à-dire que la blockchain est le protocole à la base technologique, à la base notamment d'une grande partie des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Vous avez systématiquement une technologie derrière et très souvent, c'est la blockchain.
Pour répondre à Laurent, est-ce que la volatilité n'est pas en train de se lisser progressivement sur les crypto-monnaies majeures? Alors moi, les tout derniers chiffres que j'avais à cet égard montrent qu'on a quand même une volatilité qui reste très élevée, très clairement, sur beaucoup de crypto-monnaies. Vous vous en souvenez, il y a eu beaucoup, alors si vous étiez déjà présent sur les crypto-monnaies, il y avait beaucoup de volatilité en mai dernier. Le point qui me paraît important à prendre en considération, c'est que dans tous les cas, c'est une vision personnelle, mais dans tous les cas, sur les crypto-monnaies, le point qui me paraît important, c'est que vous avez ce phénomène d'institutionnalisation qui se met en place. C'est-à-dire que vous avez des acteurs, on parlait de Tesla, mais vous avez des acteurs financiers, BlackRock, etc., qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Donc, à mon avis, à un certain stade, la volatilité va se réduire. Mais aujourd'hui, si vous comparez la volatilité sur les crypto-monnaies majeures par rapport à la volatilité sur un autre actif financier, parce que là, on va plutôt parler de crypto-monnaies en termes d'actifs, ça reste beaucoup très élevé. Sur la fiscalité française, effectivement, la flat tax, elle s'applique sur les plus-values s'il y a conversion en euros ou en devises émises par les banques centrales. Alors attention, hein, bien évidemment, si vous faites des plus-values, au niveau des crypto-monnaies, ce qui va être très important, si vous êtes résident français, bien évidemment, il faudra déclarer ces plus-values. C'est le point qui est indéniablement très, très important, donc à ne pas négliger, bien évidemment, si vous avez des bénéfices à cet égard. On me demandait s'il y a une crypto-monnaie écologique. Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont réalisés effectivement pour que les crypto-monnaies soient moins énergivores, puisque l'un des problèmes qui est souvent évoqué en termes d'adoption des crypto-monnaies, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, elles consomment beaucoup trop d'énergie et vous avez une myriade de statistiques à cet égard qui sont parfois affolantes. Je vais vous donner un cas d'école. Vous avez eu beaucoup de mineurs récemment qui se sont installés en Roumanie. Et ce qui est frappant, c'est que ces mineurs, donc ceux qui permettent le minage, hein, donc la distribution de nouveaux jetons, de nouvelles crypto-monnaies, ces mineurs-là, finalement, le gouvernement roumain est rendu compte qu'ils consommaient une part extrêmement importante de l'énergie. Et vous savez que l'Europe fait face à une crise énergétique importante, qui est de mon point de vue structurelle. Donc il y a évidemment ce sujet. Mais là encore, ce que j'oserais dire, c'est que même si à l'instant T, c'est très énergivore, il faut bien se rappeler que les évolutions technologiques au niveau des crypto-monnaies, c'est relativement récent finalement, depuis l'apparition du Bitcoin, un peu plus de 10 ans. Et donc, automatiquement, de mon point de vue, vous allez avoir, si on se base sur les évolutions, des crypto-monnaies qui seront moins énergivores et un processus de minage qui le sera beaucoup moins. Donc, moi, je reste quand même très optimiste à cet égard et je pense que ce n'est pas un frein à moyen long terme pour l'adoption des crypto-monnaies. Quels sont les principaux critères pour évaluer une crypto-monnaie? Alors, vous n'en avez pas Alors, il faut que ce soit virtuel, bien évidemment, c'est la base. Mais par exemple, encore jusqu'à assez récemment, vous aviez un critère qui était il faut que ce soit une crypto-monnaie, c'est par nature décentralisé, et c'est tout l'esprit, typiquement à l'origine du Bitcoin. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les banques centrales, et à ma connaissance, je crois que j'avais vu un rapport récemment qui disait qu'on a quasiment l'intégralité des banques centrales mondiales aujourd'hui qui planchent sur leur propre crypto-monnaie. Donc, ils parlent plutôt de crypto-actifs en l'occurrence quand on est une banque centrale. Donc, il y a une petite divergence. Et là, vous êtes sur quelque chose de centralisé. Donc, finalement, il n'y a pas de critères propres, autre le fait que ce soit virtuel, pour essayer de répondre à votre question. Quels sont les mécanismes qui influencent le plus les crypto-monnaies comparés au marché des actions classiques? La liquidité, les évolutions technologiques, typiquement lorsque vous avez des émissions plus importantes de crypto-monnaies qui sont mises en place sur le marché. On s'est rendu compte, il y a quelques études qui montrent qu'effectivement, vous avez aussi sur certaines crypto-monnaies, vous avez aussi des acteurs, alors pas toujours identifiés, mais qui ont des prises de position sur le marché qui sont très importantes et qui font qu'ils peuvent avoir une influence sur l'évolution des prix. Typiquement, lorsque Tesla, souvenez-vous-en, au printemps, si je ne me trompe pas, Tesla avait décidé d'intégrer dans sa trésorerie des cryptoactifs, puis ensuite avait rejeté cette option, avait critiqué le Bitcoin, si je me souviens bien, parce qu'il était trop énergivore. On peut considérer qu'il y avait un coût financier derrière cela de la part de Tesla, hein, très honnêtement.
Donc, vous avez ces éléments-là. Certains vous diront qu'il y a l'analyse technique. Et je pense que dans ce webinaire, vous êtes beaucoup probablement à utiliser l'analyse technique. Moi, je vais être très franc sur l'analyse technique. Je l'utilise déjà assez peu sur les actifs traditionnels, hein, typiquement les actions, même si ça peut nous offrir des bornes de prix. Je suis pas certain, je peine à considérer que c'est un élément central, mais peut-être que vous pourrez me contredire, et là je pense qu'il n'y a pas de réponse évidente. Mais en tout cas, vous voyez sur les mécanismes qui influencent les crypto-monnaies, j'ai essayé d'en mettre en avant certains, mais ils ne correspondent pas réellement, pas systématiquement à ce qu'on a pu connaître sur des marchés qui sont plus traditionnels. Pour rebondir sur les autres questions, j'en ai une autre sur quels sont les mécanismes qui influencent les plus. Non, ça je l'ai répondu et m'excuser. L'autre question, comment associer régulation et décentralisation de la crypto-monnaie, en l'occurrence le Bitcoin coin? C'est une bonne question. Ma certitude, si on se porte sur 5 ou 10 ans, c'est qu'indéniablement, vous aurez des cryptoactifs. J'emploie le terme cryptoactifs parce que ça veut dire qu'elles seront émises par les banques centrales. Donc, on aura l'aspect technologique qui sera bien là, et vous avez une vraie volonté des banques centrales. Dans tous les cas, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine avec le yuan, vous avez une évolution dans ce domaine qui est impressionnante. Est-ce que, si on se porte sur 5 ou 10 ans, des crypto-monnaies décentralisées qui sont à tort très souvent, mais considérées comme utilisant les comment ça s'appelle comme étant des relais pour le blanchiment d'argent, etc., type le Bitcoin, auront une assise importante sur le marché, je suis moins sûr. De mon point de vue, vous avez des limites très importantes aujourd'hui au Bitcoin, que ce soit bien sûr tout simplement le protocole qui fait que vous êtes sur une monnaie déflationniste. Vous avez un nombre prédéfini de Bitcoin qui vont être émis. Ça, c'est un problème. À ma connaissance, en tout cas, on ne pourra pas résoudre les problèmes en termes de consommation d'énergie sur le Bitcoin, très clairement. Et l'autre point, c'est ce côté considéré comme participant intensément au marché parallèle, blanchiment, etc. Ça va jouer aussi. Donc, à mon avis, il y aura certainement des cryptos type le Bitcoin d'ici 5 à 10 ans qui auront une assise de marché très faible. En revanche, je suis convaincu qu'à côté des cryptoactifs centralisés banque centrale, vous aurez des crypto-monnaies qui continueront d'exister. Ça me paraît très très clair, qui seront décentralisées. Vous en avez certaines qui semblent commencer à être intéressantes. Il y aura tout ce travail, bien évidemment, comme vous l'avez mentionné à juste titre, sur la consommation d'énergie. Je suis convaincu qu'on arrivera à trouver des solutions plus pertinentes. Mais très clairement, à mon avis, on aura la coexistence des deux. Même si en termes de part de marché, je pense que les cryptoactifs banques centrales seront très très largement dominants et que vous aurez et que la réglementation passera notamment par la taxation. Ça va être un point, je pense, à part certains pays qui jouent sur le fait que la taxation est plus faible. Je crois notamment le Portugal a une taxation sur les plus-values en crypto qui est beaucoup plus attractive typiquement qu'en France. Mais grosso modo, c'est un vrai sujet indéniablement dans les années à venir. Alors, quelqu'un a évoqué un Norbert Coin. Alors ça, c'est quelqu'un, j'imagine, qui suit étroitement mes interventions à C'est votre argent. Non, pas pour l'instant. Alors, je réponds aux questions et on verra effectivement si vous vous en avez d'autres. Je pense que passer par le chat est une bonne idée, puisque la présentation, dans tous les cas, très concrètement, parce qu'il y a une question à cet égard, la présentation, enfin le PowerPoint que j'avais prévu de vous présenter, très concrètement, relaie exactement les réponses que je vais faire dans le chat, parce que je pense qu'on va toutes les couvrir, donc ne vous inquiétez pas à cet égard. J'ai une autre question sur dans quelle mesure ces crypto-monnaies sont-elles corrélées les unes par rapport aux autres et est-il utile d'en acheter plusieurs pour diversifier le risque de mon portefeuille? Je pense que là, indéniablement, vous avez bien sûr une myriade Solana, etc., des crypto-monnaies qui sont un peu plus tendance. Aujourd'hui, vous avez une myriade de sujets à cet égard. C'est à peu près la même chose que si vous investissez en bourse traditionnellement sur des marchés centralisés, etc., et réglementés. Indéniablement,
je crois que lorsqu'on investit sur les crypto-monnaies, il faut être diversifié et ne pas uniquement être positionné uniquement sur le Bitcoin. Typiquement, hein, je donne un cadre à cet égard. Mais je pense qu'il faut être diversifié. Nous, ce qu'on avait présenté à nos clients récemment en termes de présentation, on avait fait une présentation complètement, alors c'était pas très clairement, c'était pas du conseil, hein, c'était juste une sorte de portfolio type d'investissement pour prendre en considération l'inflation, etc. Parmi les différentes poches d'investissement, on avait, si je ne me trompe pas, 5% qui pouvaient être éventuellement 5% du total du portfolio qui pouvait être consacré typiquement aux crypto-monnaies. Donc indéniablement, dans ces 5% potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à prendre en considération. J'ai une question qui est effectivement pertinente sur ce que fait exactement un mineur. Alors, le rôle du mineur, déjà, si on repart sur le minage de crypto-monnaies, grosso modo, le minage, c'est une opération dont le but est de valider une transaction sur un réseau blockchain par l'intermédiaire d'un calcul mathématique. Son rôle, c'est concrètement de sécuriser la blockchain. Souvent, il y a un petit parallèle qui est fait avec les chercheurs d'or, c'est pour ça que c'est souvent mis en avant. Et le rôle du mineur, en tout cas dans le domaine des crypto-monnaies, c'est un peu la clé du réseau pour la crypto-monnaie. On va prendre le cas du Bitcoin, on va dire c'est effectivement la clé du réseau Bitcoin. Typiquement, sans lui, vous n'avez pas de validation de transaction et il est impossible de faire fonctionner la blockchain. Ce qui est intéressant, notamment si on regarde par rapport au Bitcoin depuis 2009, le rôle, c'est toujours le même qu'à ses origines, c'est-à-dire on va faire fonctionner le réseau, même si effectivement la fonction, la manière de travailler a un peu évolué, puisqu'aujourd'hui, les mineurs fonctionnent désormais essentiellement avec des pools de minage. Ça veut dire concrètement effectivement des regroupements. Vous allez avoir grâce à ça une puissance de calcul à disposition du pool qui va être très importante et automatiquement vous avez le pool de minage qui va être avoir un rôle de chef d'orchestre dans la résolution des problèmes mathématiques. Ce qui est important, c'est que notamment sur le Bitcoin, à l'origine, il y avait un système qui a été prévu qui est intéressant, un système de récompense qui est instauré dans le protocole. Concrètement, les mineurs sont récompensés pour leur contribution, puisque effectivement, ils réalisent un travail. Vous avez une première récompense, j'oserais dire, un premier retour sur travail, qui est qu'à chaque fois que les mineurs valident un bloc, ils ont une récompense qui est délivrée en crypto-monnaie. Donc le processus de validation est récompensé. À ma connaissance, la récompense à l'heure actuelle, on doit être autour sur le Bitcoin de 6,25 Bitcoin par bloc. L'autre point, c'est que les mineurs touchent une seconde rémunération, c'est les frais de transaction du réseau. Concrètement, lorsque vous utilisez le Bitcoin, si vous êtes utilisateur Bitcoin, lorsque vous effectuez une transaction sur la blockchain, vous payez des frais. Et ces frais sont notamment utilisés pour rémunérer le mineur. Donc, vous avez deux leviers de récompense au niveau du mineur. C'est tout d'abord sur la validation du bloc. Et sachant hein, qu'une validation d'un bloc, ça dure à peu près 10 minutes. Hein, donc, c'est quand même très rentable. Hein, vous voyez, 10 minutes, un bloc, vous avez une récompense à peu près de 6,25 Bitcoin par bloc. Donc, ça peut monter très vite et ça peut être induire des vocations. Et la seconde rémunération, c'est sur les frais de transaction du réseau. Le point qui est important, c'est que même si, bien évidemment, ce processus-là de fonctionnement, il est présenté comme idéal, entre guillemets, parce que notamment la blockchain est transparente, etc., vous avez bien évidemment des limites. Hein. Typiquement, si vous êtes sur un réseau où un acteur unique possède plus de 51% de la puissance du réseau, c'est problématique, puisque automatiquement, vous pouvez avoir des piratages peuvent s'effectuer sur toutes les transactions. C'est plus un sujet indéniablement sur les petites nouvelles crypto-monnaies qui peuvent émerger.
j'entrerai pas trop dans le détail des nombreux matériels qui sont nécessaires, parce que même là, je vous avoue, n'êtes pas non plus le plus grand expert, il faut reconnaître ses limites, mais vous avez tout un matériel aussi nécessaire dans le cadre du minage qui est important à prendre en considération. Voilà, c'est résumé, puisqu'on a énormément de sujets. Mais pour répondre à la question de Hervé, je pense que j'ai donné quelques grandes lignes sur ce que fait un mineur plus exactement. Alors, pour répondre à Jean-Pierre, qui indique que je parle de critères économiques sur lesquels se baser pour juger du prix d'une crypto-monnaie, le pricing, aujourd'hui, fondamentalement, à ma connaissance, je ne vois pas quels sont les critères économiques rationnels, indéniables, qu'on peut prendre en compte pour juger du prix d'une crypto-monnaie. Franchement. Et c'est tout l'aspect virtuel, parce que justement, les crypto-monnaies, elles sont adossées, de mon point de vue, plus à une technologie et aux espoirs suscités par une technologie notamment, qu'autre chose. C'est bien ça, justement, le problème, à mon avis. Vous n'avez pas de lien immédiat avec la réalité économique. De mon point de vue, typiquement sur le Bitcoin, alors oui, il y a de la spéculation, on ne va pas le nier, mais ça va de là. C'est plus le pari. La hausse du Bitcoin, très souvent, moi je l'interprète comme un pari sur l'avenir, à savoir que la technologie sous-jacente et le fait que les crypto-monnaies vont être des parties essentielles de l'évolution économique dans les années à venir. C'est plus cet aspect-là que je prends en compte. Alors, pour répondre à Jules, je vous avoue que je n'ai pas de target à 10 ans sur le Bitcoin et l'Ethereum. J'en aurais même pas sur le CAC 40 à un an, parce que je pense que c'est extrêmement volatile. Comme je vous disais, en revanche, sur le Bitcoin, là, j'aurai un avis un peu plus tranché. Sur 10 ans, moi, ma problématique pour le Bitcoin, ça va être essentiellement lié à la réglementation. Et c'est pour ça que je serai quand même prudent. Ce qui ne veut pas dire qu'à court terme, indéniablement, 10 ans est un horizon de temps très éloigné. À court terme, vous avez un réel intérêt sur le Bitcoin. Ensuite, j'ai une question sur l'hypertrading. L'hypertrading, est-ce qu'il serait pratiqué sur les crypto-monnaies? Alors, à ma connaissance, non. Mais là encore, je resterai très prudent. Donc, je vous invite à être prudent. Je regarderai un peu plus en détail à cet égard. J'ai une autre question sur pourriez-vous donner quelques éléments permettant de dresser une grille d'analyse d'une crypto-monnaie, technologie, effet de mode? Alors, justement, le point qui me paraît important, c'est vous avez une distinction déjà, et c'est là où ça vient, entre les cryptoactifs de première génération, typiquement le Bitcoin, les tokens, qui sont des actifs représentant un droit sur une prestation future, ou une chose existante, et les stablecoins, c'est des cryptoactifs qui sont ancrés sur une ou des monnaies légales. Donc vous avez déjà cette grille de lecture en fonction de ces trois éléments, qui est déjà un premier point à prendre en considération. Bien sûr, dans chaque élément, et notamment sur les tokens et sur le Bitcoin, je ne parlerai même pas des NFT qu'on retrouve, alors vous êtes peut-être familier déjà avec ce terme, vous avez effectivement des effets de mode. Et là, sur certains, le Dogecoin, par exemple, est un effet de mode indéniable. Si vous êtes familier avec cette crypto-monnaie, et là, vous avez plutôt un aspect hyper spéculatif qui existe, mais très clairement. Je réponds en même temps aux différentes questions. N'est-il pas logique que les devises digitales soutenues par les gouvernements, banques centrales, écarteront l'existence des crypto-monnaies sans fondement spécifique? Oui, c'est à peu près ma vision des choses. Vous savez, il y a toute la thématique sur les années à venir, on va progressivement aller vers un monde de plus en plus digital, le métaverse avec Facebook, etc. Et donc, l'une des problématiques qui va avoir lieu, c'est effectivement cette assise des monnaies digitales et notamment celles plutôt qui seront émises par les banques centrales. Et très clairement, de mon point de vue, ça prendra une grande part de l'assise de marché aujourd'hui qui est occupée par les crypto-monnaies. Alors, je dirais pas sans fondement spécifique, mais plutôt qui sont décentralisées. Ce serait plutôt le terme que j'emploierais. Pour répondre à Franck, effectivement, vous avez une cotation en continu sur les crypto-monnaies, contrairement à la bourse typiquement où vous avez des horaires, des plages horaires qui sont très précises. Donc, c'est aussi une des difficultés lorsque vous êtes sur de l'investissement, voire du trading sur les crypto-monnaies.
c'est tout simplement que vous pouvez avoir des mouvements typiquement le samedi soir pendant les marchés asiatiques à des moments où il y a peut-être moins de liquidité, etc. Donc c'est aussi un élément de prudence, surtout si vous êtes sur une approche trading et non pas investissement, où je ferai effectivement une différence assez importante à cet aspect-là. Pour répondre à Wally, vous avez, alors je vais faire mon service après-vente, mais si vous regardez sur Internet, j'avais écrit avec un collègue, alors ça date un peu, mais ça sera, si vous cherchez la base, j'avais écrit, je crois, il y a 3-4 ans, un livre sur la monnaie, et vous aviez une partie avec Michel Ruimi, qui est économiste à la Banque de France, et il y avait une partie effectivement qui était consacrée de manière très très pédagogique aux crypto-monnaies. Je vais peut-être réussir à vous retrouver, mais là vraiment, après vous en avez énormément, hein, très honnêtement, de livres, mais celui-là, je sais ce qu'il contient. C'est celui-ci, donc il date de 2017, hein, donc très honnêtement, et je ne l'ai pas mis à jour, donc il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, mais je vous l'envoie à tout le monde. Mais ça peut être une bonne base, vous en avez énormément. Si c'est juste pour comprendre la base des choses, très clairement, ça peut être un bon levier. Et surtout, le point qui est important, puisque si vous êtes débutant, c'est sur les crypto-monnaies, etc. Faites extrêmement attention à ce que vous pouvez trouver en source d'information sur Internet, sur YouTube ou les réseaux sociaux, etc. Vous avez de tout. Donc, si vous vous intéressez à ce type d'investissement, prenez le temps de bien vous renseigner, de comprendre de quoi il s'agit. Et très honnêtement, avant d'investir, prenez vraiment beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous allez trouver un peu tout et n'importe quoi, malheureusement, qui s'adresse aux débutants. Donc j'espère que ça va vous donner quelques éléments, surtout à cet égard. Alors, pour répondre à Richard, évaluer la quantité d'une crypto-monnaie, ce qui peut être intéressant, c'est d'évaluer la valeur de marché. Donc, comme je vous disais précédemment, alors que je retrouve le nom exact qui m'échappait, mais précédemment, vous avez un site, moi je trouve, qui est plutôt bien, qui vous permet de savoir, notamment en termes de capitalisation totale, c'est coinmarketcap.com. Et vous avez une version française du site et ça peut être un bon moyen effectivement de voir un peu ce qui se passe sur les principales crypto-monnaies, etc. et voir leur nombre plus exactement. Pour rebondir sur le propos de Yves, la plupart des crypto-monnaies sont d'ores et déjà non ou peu consommatrices d'énergie, car validées par des consensus dits preuves d'enjeu et non minées. Alors là, c'est peut-être un peu trop complexe pour les débutants. Le point qui est important à cet égard, c'est effectivement vous avez un effort. Si vous regardez sur les 2-3 dernières années, typiquement sur le Bitcoin, la consommation d'énergie, elle a quand même très nettement chuté. Mais ça reste quand même un problème. Ça reste un problème parce que tout simplement, sur certaines grandes crypto-monnaies notamment, tout simplement parce que, comme je vous le disais, on est dans une situation au niveau mondial et particulièrement en Europe où vous avez une crise énergétique et donc de grosses difficultés d'accès finalement à l'énergie, premièrement, et aussi à une énergie à bas coût. Donc il y a ces sujets-là qui sont effectivement sur la table. Pour acquérir des crypto-monnaies, si vous souhaitez acquérir des crypto-monnaies, pour rebondir sur la question de Jean-Luc, choisissez toujours très clairement des intervenants sur le marché européen qui auront une assise reconnue. Vous avez, alors je ne vais pas les citer puisque je ne vais pas citer ces acteurs, mais vous avez des acteurs en France qui ont l'assise reconnue dans ce domaine-là. Et vous avez aussi, bien sûr, vous mentionnez Coinbase par exemple. Donc vous avez des acteurs reconnus à cet égard. Et après, si vous ne souhaitez pas détenir des crypto-monnaies, vous avez aussi, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait contacter notre service clientèle pour investir sur ce type de sujet. J'avance un tout petit peu puisque là, j'ai répondu à certaines parties au niveau de la présentation que j'avais déjà prévue. Comme je vous disais sur l'enjeu pour les autorités, ça va être de conjuguer innovation et sécurité, puisque vous avez effectivement une mission de surveillance des moyens de paiement qui s'applique notamment aux banques centrales et aux autorités. Et donc ça va être un élément qui va être extrêmement important. Mais dans le même temps, les banquiers centraux ont parfaitement conscience que vous avez des innovations qui sont majeures dans ce domaine-là et ils ne veulent pas aller à l'encontre justement de ces innovations. Donc il y a un jeu aussi qui est un peu complexe à cet égard concernant les évolutions dans ce domaine.
Ici, vous avez la présentation en termes de réglementation mondiale. Donc, vous avez les différents acteurs, certains que vous connaissez peut-être, qui travaillent de concert pour avoir une réglementation mondiale. Certains sont plus spécialisés sur les ICO, hein, donc les levées de fonds que j'évoquais précédemment, et d'autres plus sur des sujets anti-blanchiment. Mais donc, vous avez quand même une volonté de coordination au niveau mondial à cet égard. Euh, les banques centrales sont bien sûr des acteurs qui sont essentiels dans ce domaine-là. La volonté, c'est tout simplement c'est de rendre les systèmes de paiement qui sont plus performants grâce aux crypto-monnaies et surtout à la technologie blockchain, que ce soit au plan européen, vous avez des évolutions dans ce domaine-là, ou encore au plan international. Ici, vous avez un peu le processus d'évolution, de création d'une monnaie digitale de banque centrale. Ça va, parce que comme je vous le disais, ça va être très vraisemblablement quand même le futur à cet égard, où vous allez avoir énormément d'évolutions et dans ce domaine-là, et très clairement, ça va prendre une part de plus en plus importante en termes d'évolution. Ici, vous voyez que quasiment toutes les banques centrales, même si la plus avancée, c'est la banque centrale chinoise. Force est de constater que si on se porte sur un horizon 5 ou 10 ans, ces monnaies virtuelles émises par les banques centrales, donc centralisées, feront vraisemblablement partie de la vie courante. Ça me paraît assez évident à cet égard. Indéniablement, aujourd'hui, vous avez, comme nous le disait Jules, beaucoup de gros family office qui allouent jusqu'à 5% en crypto. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on a été un peu, entre guillemets, aligné en termes de tendance à cet égard. Une autre question qui est intéressante, peut-on considérer les cryptos comme valeur refuge dans un contexte de crise Covid? À noter que les cryptos ont enregistré une baisse au même titre que les actions à l'annonce d'Omicron. Moi, à titre personnel, je ne considère pas que les crypto-monnaies soient une valeur refuge, même pas contre la question de l'inflation. Comme je vous l'ai dit, mon pari, c'est que les crypto-monnaies, et notamment la technologie à laquelle ils sont adossés, et le fait que vous ayez beaucoup de travaux des banques centrales sur les monnaies virtuelles, font qu'il y a un réel intérêt, ce qui explique l'accroissement de la valeur. Il y a certainement des phénomènes spéculatifs, c'est toujours le cas, mais réellement derrière cela, il y a quand même un pari sur la création de valeur liée à la technologie. Et moi, c'est cette conception-là que j'ai. En revanche, d'autres vous diront qu'indéniablement, ils considèrent que c'est une valeur refuge. Pour l'instant, je suis assez sceptique. Je ne trouve pas que ça a joué un rôle de valeur refuge qui soit parfait. En valeur refuge, je préférais le dollar américain ou encore le franc suisse, par exemple. Une question sur l'interdiction, j'essaie de rebondir sur tout, une question sur l'interdiction possible du Bitcoin par les États-Unis et l'Europe, et notamment via la Banque centrale, comme la Chine l'a fait. De mon point de vue, non. On s'est rendu compte très rapidement qu'après que la Chine ait effectivement interdit le minage dans le pays, très très rapidement, vous avez les mineurs qui ont quitté la Chine, et beaucoup ont été accueillis à bras ouverts aux États-Unis. Et c'est ce que je vous montrais dans mon slide sur les banques centrales, à savoir qu'il y a une tergiversation entre on favorise l'innovation parce qu'il ne faut pas nier que les cryptos sont un facteur d'innovation. Et de l'autre côté, oui, il y a des risques, des risques éventuels qu'on a évoqués, qui sont un tout petit peu en stabilité financière, un peu en blanchiment d'argent, taxation, etc. C'est là où se trouvent les États-Unis. Mais si on place le balancier, il est beaucoup plus clair qu'aux États-Unis, vous avez une approche pro-crypto, et notamment, vous avez beaucoup de législateurs, sénateurs et membres de la Chambre des représentants qui sont très favorables aux cryptos, qui font beaucoup de lobbying en faveur de ça. Donc, à mon avis, une interdiction, y compris du Bitcoin, ça me paraît complètement exclu. En Europe, c'est moins pro-innovation, parce que aussi ça diverge d'un pays à l'autre. Mais ma vision des choses, elle est assez claire, c'est-à-dire que même si c'est moins pro-innovation, l'Europe a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre un coup d'arrêt à ces évolutions-là. J'espère que j'ai répondu à votre question, Luc. Comment expliquer l'effet un peu moins de la crise Covid sur le marché des crypto-monnaies comparé au marché boursier classique? Question de Willy. Euh, Pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en période de crise, la liquidité, elle se recycle et les capitaux se recyclent sur des valeurs refuges. Et comme je vous le disais, je ne pense pas que les cryptos soient des valeurs refuges, ou en tout cas imparfaites. Et donc la liquidité, habituellement, elle va se recycler sur le marché US, donc ça va favoriser aussi bien le dollar américain que le marché action américain. Et notamment, il faut prendre en considération que cette liquidité, c'est en partie lié aux excédents des pays émergents, il y en a encore, qui va se recycler sur le marché US. Donc pour moi, je pense que c'est le facteur explicatif. Au-delà de cela, comme je vous le disais, même si la capitalisation totale des cryptos elle a fortement augmenté, ça reste faible par rapport à d'autres marchés.
Et donc, pour une grande partie quand même des investisseurs, vous allez aller en tout cas à l'instant T, et ça vaudra certainement encore pendant un certain temps, sur des marchés qui sont plus développés. Et en tout cas plus connus, typiquement le marché boursier US. Alors Jules nous dit, je vois le Bitcoin comme un contre-pouvoir aux cryptos étatiques. Je pense que cela va renforcer son assise face à la centralisation totale du système financier. Je sais pas. Moi, je parierais peut-être plutôt notre crypto, voir une crypto qui a pas encore émergé. Mais là, je vous avoue que j'ai pas de boule de cristal, donc effectivement, c'est vraiment une question ouverte. Je ne pense pas effectivement que les États vont interdire l'achat des cryptos ou encore les rendre illégales, en tout cas les grands États développés, ce qui vous intéresse, j'imagine. Donc, à mon avis, c'est un risque qui est souvent mis en avant, mais je serais quand même très, très dubitatif à cet égard. Thomas nous pose une question sur la fiabilité de Coinbase. Avec les informations que j'ai, en tout cas des informations publiques que vous pouvez trouver vous-même, oui. Après, vous le savez très bien, les problèmes de cybersécurité, y compris sur les crypto-monnaies, y compris sur des sujets comme la blockchain, ça existe toujours, donc c'est pas nouveau. Donc à mon avis, très très clairement, ça peut rester, vous pouvez toujours avoir des problèmes de cybersécurité, mais là encore, ça vaudra pour Coinbase comme ça vaudra pour d'autres acteurs qui sont d'ailleurs pas systématiquement dans les cryptos. Donc très très clairement, c'est un vrai sujet. Sur la blockchain, vous pouvez tout à fait investir sur la blockchain sans investir dans une crypto. Vous avez aujourd'hui une myriade d'acteurs qui investissent, des acteurs, j'entends boursiers, qui investissent dans la blockchain. Grosso modo, tout le secteur financier aujourd'hui investit sur la blockchain. Après, vous en avez certains qui sont plus avancés que d'autres, qui sont en meilleure position. Force est de constater force est de constater en tout cas que vous n'avez pas nécessité, si vous croyez dans la technologie, et je pense qu'indéniablement on peut croire dans cette technologie, là, d'être positionné sur les crypto-monnaies. Vous pouvez tout à fait le faire en vous positionnant sur des valeurs boursières. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet et on va mettre sur la plateforme très prochainement. Alors, on ne parlait pas essentiellement de la blockchain, mais sur la plateforme de Saxo Bank, vous aurez quelques vidéos très très courtes avec certaines thématiques d'investissement dans les années à venir. Alors, pas spécifiquement la blockchain, mais des thématiques d'investissement d'avenir. Force est de constater que ça vous donnera peut-être quelques idées. Oui, alors Jules mentionne que, comme vous le savez, j'avais évoqué rapidement l'aspect déflationniste du Bitcoin, mais sans le préciser. Effectivement, comme vous êtes limité à 21 millions d'unités, ça veut dire que c'est beaucoup plus rare. Mais dans la balance, et ce qui est rare et cher. Mais dans la balance, moi, ce que je mettrais de l'autre côté, sans avoir un avis tranché quand même, mais ce que je mettrais de l'autre côté, c'est que vous avez aussi cette problématique de perception du Bitcoin qui est aujourd'hui négative et par les autorités, à tort, parce que les chiffres le montrent bien. C'est pas plus un outil que le dollar ou que l'euro pour faire du blanchiment d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai peur quand même que le Bitcoin ne soit pas sur un horizon long terme, j'entends, et un avenir certain. Mais c'est un horizon très long terme. Et là encore, franchement, on peut tout à fait se tromper. Et il faut être humble sur ces thématiques-là. Moi, je me souviens, j'avais entendu parler du Bitcoin en 2010. Croyez-moi, je n'avais pas investi à ce moment-là et je le regrette. Donc il faut être parfaitement humble sur ce type de thématique. L'idée, c'est de vous donner quelques clés de compréhension. Bonne question de Roy sur le recul sur la politique du Salvador vis-à-vis du Bitcoin. Alors, je pense que c'est un pari audacieux. Je ne ferai pas partie des gens qui critiquent et qui disent c'est indéniablement un échec. C'est un pari audacieux parce qu'ils mettent à disposition aujourd'hui les moyens pour réussir, c'est déjà ça, parce que vous aviez d'autres pays qui ont essayé leur propre tentative avec les cryptos, type le Venezuela, mais vous n'aviez pas les moyens, et je parle même juste de moyens en termes d'apport en fourniture d'énergie, donc indéniablement ça ne pouvait pas fonctionner. Le Salvador, il ne faut pas le nier, même s'il y a eu des investissements, notamment permis grâce aux cryptos, pour améliorer la fourniture en énergie, c'est quand même un réel sujet. Vous avez régulièrement des coupures d'énergie au Salvador. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus, je pense, un chemin tranquille dans lequel s'est orienté le Salvador. Et c'est un choix risqué parce que quand même, ça reste volatile en termes d'évolution, le Bitcoin.
Mais je pense que c'est une expérimentation intéressante, même si, je vous avoue, et je pense être peut-être un peu conservateur à cet égard, quand on parle d'États qui a des difficultés, notamment à attirer des capitaux ou à des difficultés à avoir une stabilisation économique, je pense que la meilleure solution quand même à l'instant T, c'est de dollariser l'économie qu'autre chose. Mais c'est bien fait au Salvador, donc c'est quand même une démarche intéressante, il ne faut pas le nier. Alors, j'ai une autre question qui est intéressante. Est-ce que vous êtes déjà millionnaire en crypto? Je vous avoue que non, humblement. Peut-être que certains d'entre vous l'êtes, mais force est de constater que non. Autre point, dans quelle mesure les baleines influencent-elles le Bitcoin? Alors, les baleines, c'est tout simplement ceux qui ont des grosses positions de marché. Alors, vous aviez, à ma connaissance, c'était uniquement sur le Bitcoin, ce que j'ai vu. Mais après, vous avez tellement de recherches et de littérature, j'ai certainement loupé certains sujets. Mais sur le Bitcoin, on a eu quelques études qui nous montraient effectivement qu'à certains moments, vous aviez quelques 2, 3 grands acteurs qui pouvaient détenir des positions de marché qui étaient énormes et que si je fais un parallèle, on ne va pas voir typiquement sur les très grandes valeurs du CAC 40. Donc ça posait problème. Et ça, c'est aussi un des éléments qui a été souvent mis en avant. Comme c'est un marché qui n'est pas non plus hyper transparent, ça a été souvent quand même mis en avant pour à la fois expliquer certains revirements ou évolutions de tendance qu'on n'aurait pas anticipé sur les crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Donc très clairement, pour moi, c'est un sujet, ça c'est sûr et certain, à prendre en considération, mais qui n'empêche pas l'intérêt, encore une fois, des crypto-monnaies. Alors, je sais qu'on a eu quelques débutants, hein, je crois que j'ai pas répondu à toutes les questions, et il y en a certaines, je vous avoue aussi, tout simplement, que j'avais pas d'éléments de réponse immédiat, donc je vais pas, sur le sujet des crypto-monnaies, il faut reconnaître que c'est très vaste et il faudrait se plonger très longtemps, mais l'idée, c'était un peu d'essayer de brasser quelques éléments et de vous donner quelques éléments de compréhension. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour ceux qui étaient plus débutants et que ça a été un peu accéléré, sachez en tout cas que vous aurez tout le replay bien sûr disponible et qu'aussi à Saxo Bank, on publie, alors c'est en anglais, mais sur notre site Saxo Bank, vous avez au moins une fois par semaine une mise à jour un peu sur les crypto-monnaies. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et encore une fois, vous pourrez parcourir le PowerPoint par la suite lorsque le replay sera disponible. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé de répondre à tout. Encore, excusez-moi hein, si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait même certaines où fondamentalement, je pense que ça nécessiterait plus de recherche. Je pense que, en tout cas, ça méritera un autre échange sur les crypto-monnaies, peut-être avec une thématique un peu plus précise ou avec certaines crypto-monnaies, etc. Mais je vous remercie énormément pour votre participation, pour cet échange. C'est toujours un plaisir d'avoir ces discussions avec vous. Je vous souhaite évidemment une très bonne journée. Je crois que ce sera certainement le dernier webinaire avant la fin d'année. Donc, si c'est l'occasion de vous souhaiter aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, excusez-moi pour certains qui auraient voulu un exposé un peu plus long, mais ce que je vous rassure en tout cas, c'est que j'ai répondu dans les questions à l'intégralité de ce que j'aurais pu évoquer au niveau des slides. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, je pense que souvent, c'est aussi intéressant pour une grande partie d'avoir un peu plus d'échanges qu'autre chose. Merci encore à tous. Très bonne fête de fin d'année et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.